Bonjour tout le monde, bienvenue à la Mentalité verte. Aujourd'hui, je suis avec Ali Matouba, la chef adjointe du Parti vert du Québec. Aujourd'hui, on va faire le point sur mon voyage en Chine que j'ai fait au début du mois de mai. C'était un voyage que j'ai fait à l'invitation de l'ambassade de la Chine à Ottawa, qui ont invité un groupe d'influenceurs et de journalistes en Chine pour voir certains accomplissements du gouvernement chinois. C'était un voyage qui a été payé entièrement par l'ambassade de la Chine pour promouvoir l'amitié Canada-Chine. Donc, ça me fait plaisir d'en discuter maintenant avec Ali Matou. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, Alex, et merci de nous faire vivre ton aventure en Chine. Puis, je pense que c'est pertinent pour nous de voir un peu l'aspect environnement, les points positifs, les points négatifs, les relations canado-chinoises, puis que tu nous en dises plus. Donc, je pense que si tu as des vidéos ou des photos, ça serait bien que tu nous fasses vivre le tout à live et aux personnes qui nous suivent aussi. Oui, oui, exactement. Donc, j'ai un album de photos que je vais partager. Puis, évidemment, vu que c'est une tournée qui a été organisée par le gouvernement, mais c'est pour voir surtout les bons points de la Chine. Donc, je ne prétends pas avoir un point de vue très complet sur un pays de 1,4 milliard de personnes sur une tournée de 6 jours. Puis ensuite, j'ai voyagé moi-même pendant 8 jours en solo après la tournée officielle. Mais ça reste un très grand pays avec beaucoup de choses à découvrir. C'est bon. Je vais commencer en partageant mon écran, puis on pourrait y aller en ordre chronologique. Cette photo-ci, c'est pris à l'aéroport Trudeau à Montréal. Donc, c'est avant mon départ. Ça a été un très long voyage, 4 heures en avion pour rejoindre Vancouver et ensuite 13 heures pour rejoindre Beijing. OK. On voit ici le trajet. C'est une photo que j'avais prise dans l'avion. Fait que vraiment à l'autre bord complètement du monde. Ouais, définitivement. Ça, c'est l'aéroport quand on est arrivé en Beijing. Fait que très, très moderne. Ça, c'est la vue de l'hôtel la première nuit. Donc, c'est le centre-ville de Beijing. On n'avait pas resté très, très longtemps à Beijing, juste 24 heures. Donc, j'ai vu quelques trucs très importants, mais j'ai pas eu le temps de découvrir toute la ville. On a commencé notre visite avec une visite ici au Daily News. Donc, c'est un média chinois qui porte sur l'actualité au quotidien. Puis, on avait eu une discussion intéressante là, avec différentes personnes là-bas. Puis, une des affaires que j'ai discuté, c'est que, tu sais, la Chine et le Canada, on vit sur des réseaux sociaux différents. Mm. Fait qu'en Chine, ils n'ont pas accès à Google, Facebook, Instagram, tout ça. Ils ont leurs propres réseaux sociaux. Puis, je les ai posé des questions sur comment le fait ils soient sur des réseaux sociaux à part, tu sais, peut mener à certaines divisions dans le monde parce que si les gens y interagissent pas avec des gens de la Chine, mais on vient un peu déconnecté Mm. dans un monde où on est habitué, là, tu sais, de pouvoir interagir avec presque tout le monde sur Facebook. Les gens ont des membres de la famille dans plein de pays au monde, puis ils sont capables de suivre un sur l'autre sur Facebook. Et malheureusement, c'est pas le cas avec la Chine. C'est quoi le réseau social? Comment ça Je s'appelle? ne connais pas le nom par cœur, mais Mm. je sais que WeChat, c'est très populaire, là. C'est pas juste pour le chat, mais on est aussi capable de publier dessus, un peu comme Facebook. Puis je pense qu'il y a quelques autres réseaux aussi. OK. Mais c'est un bon point parce que si on n'est pas ouvert, c'est comme on discute sur un vase clos, on se montre ce qu'on veut se montrer, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs. Il y a des points positifs, mais aussi des points négatifs là, à être juste entre nous. Là, on est un peu enfermé sur ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'est ça. Puis l'espoir pour ça, c'est que avec l'intelligence artificielle, puis les traductions automatiques qui sont de plus en plus fiables, peut-être que justement on va pouvoir avoir davantage de connectivité, puis de vraiment pouvoir échanger avec des gens dans d'autres langues, dans différents pays, puis tu sais comparer nos situations un à l'autre Mm, mm. et finalement mieux se comprendre. J'imagine que c'était traduit en anglais, tout ce que vous faisiez là-bas. Oui, il n'y a pas beaucoup de Français en Chine. J'ai j'ai rencontré quelques Françaises dans un marché de vêtements, là, mais à part Mhm. ça, il n'y avait pas beaucoup de Français. Mais l'anglais, c'est comme la deuxième langue de la Chine. Ben, c'est sûr, il y a le cantonais aussi, là, mais
L'anglais est quelque chose qui est quand même parlé couramment. Puis les jeunes à l'école primaire, il paraît que 15% des notes là, sont sur des cours d'anglais. Ok. Fait que je vais avoir des photos un peu plus loin, mais à un moment donné, on avait rencontré justement des centaines de jeunes là, de l'école primaire dans un musée d'art. Il y en avait beaucoup qui venaient vers nous là, pour pratiquer leur anglais. Là. Tu sais, une chose intéressante là-dessus, c'est que tu sais, la politique sur le bilinguisme est quasiment plus fort en Chine qu'au Québec ou dans le sens que le gouvernement chinois veut que les jeunes Chinois apprennent l'anglais, alors que le gouvernement du Québec là, tente d'empêcher les jeunes là, d'apprendre une deuxième langue. Fait qu'il y a quand même matière à réflexion Mm, là-dedans. mm, Ensuite, on est allé au Forbidden City. Donc ça, c'est le centre de pouvoir chinois jusqu'à les années 1950. Il y avait une dynastie qui dirigeait le pays avant ça. Puis le Forbidden City, c'était leur centre de pouvoir. Maintenant, c'est rendu un endroit touriste. Puis on voit dans la photo ici des femmes là, tu sais, habillées dans avec des vêtements traditionnels, des habits traditionnels chinoises. Puis il paraît que c'est encore très populaire jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de jeunes et de jeunes femmes qui mettent beaucoup d'efforts là, tu sais, pour se vêtir là, des costumes traditionnels. Puis je pense qu'évidemment, c'est surtout devant des sites comme ça qu'on les voit utiliser ces vêtements-là. Fait que ça, c'est une photo de moi dans le Forbidden City. D'autres photos. Après ça, c'était les rencontres politiques. Fait qu'on est allé premièrement à l'Institut des affaires étrangères de la Chine où on a eu un dîner avec un ancien ambassadeur de la Chine vers la Grèce et vers l'Argentine. Puis on a discuté surtout de la question du Taïwan. Par la suite, on est allé carrément au ministère des Affaires étrangères. Puis la première rencontre qu'on a eue, c'était avec le directeur adjoint des affaires nord-américaines et océaniques. Donc, quelqu'un qui a travaillé longtemps pour le gouvernement chinois au Washington, D.C. Puis, on a vraiment eu des discussions qui portaient sur tous les enjeux, ben, pas nécessairement tous, mais beaucoup d'enjeux très sensibles dans la relation Canada-Chine. Puis, dans cette rencontre-là, on a parlé spécifiquement, ben, j'ai soulevé le point que le Canada est en train d'envoyer des navires de guerre puis des avions militaires pour remettre en question la souveraineté de la Chine sur le Strait du Taïwan. Donc, le Taïwan, c'est une île à côté de la Chine, de la mainland China. Quand ils ont eu la révolution communiste, cette île-là s'est échappée de ce mouvement-là. Mais les pays occidentaux, comme le Canada, reconnaissent formellement que le Taïwan fait partie de la Chine. Mais dans les dernières années, il y a eu une volonté des pouvoirs occidentaux, surtout des États-Unis, puis du Canada et d'autres, de légèrement remettre en question la souveraineté de la Chine sur l'île de Taïwan. Puis on a eu, par exemple, Nancy Pelosi, un dirigeant du gouvernement américain qui avait visité le Taïwan sans la permission de la Chine, par exemple. Puis il y a certains accords militaires entre le Taïwan et des pouvoirs occidentaux qui laisseraient à croire qu'éventuellement il pourrait avoir un affrontement militaire là avec des pays occidentaux qui soutiendraient le Taïwan contre la Chine. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même très dangereux. Et moi, quand que je vois des bateaux de guerre canadiens aller remettre en question la souveraineté de la Chine, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas, à l'autre bord du monde, en train de remettre en question cette souveraineté-là qu'on reconnaît quand même comme pays? C'est quand même problématique. Puis je pense que les Canadiens, nous autres, on voudrait pas que des navires de guerre chinoises viennent, par exemple, tester la souveraineté du Canada à proximité de Vancouver ou sur la côte du Pacifique. Fait que d'avoir ça, je pense que c'est un mauvais point entre les relations mm. Canada-Chine. Et surtout, moi, partout où on peut avoir une potentielle escalade de guerre, de violence, je trouve que le Canada devrait pas intervenir dans ce genre de conflit, encore moins envoyer des bateaux de guerre. Je pense qu'on a assez de guerres en ce moment dans le monde que partout on peut avoir la paix. Je pense que c'est ça qui devrait être reconnu par le Canada, pas dans l'escalade d'une guerre ou d'une violence. Exact. Parce qu'en plus, on sait jamais ce qui peut arriver. Là, si on envoie des avions comme ça, mettons,
même un accident, un accrochage dans les airs, ensuite, là, tu sais, peut faire remonter les tensions très rapidement. Mm. Qui est responsable? C'est un accident, c'est intentionnel? Fait que c'est quand même très risqué, là, tu sais, d'aller faire des manœuvres comme ça à proximité. Fait que ça fait partie des sujets là, qu'on avait discuté. Aussi, les responsables chinois ont dit que une chose qui a vraiment affaibli les relations Canada-Chine, c'est le fait que le Canada avait arrêté, je crois que c'était en 2017, Meng Wanzhou. C'est une femme très connue en Chine. Elle est l'agent financier du Huawei, qui est parmi les plus grandes compagnies de technologie de la Chine. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'elle séjourait à Vancouver. Puis, le premier administration Trump avait demandé qu'elle soit arrêtée et qu'elle soit extradiée aux États-Unis sur une accusation d'avoir entravé les sanctions américaines envers l'Iran. Donc, elle a été détenue au Canada pendant 3 ans. Détenue à domicile, mais il reste que c'était quand même très très long. Puis le Canada refusait de mettre fin à ce demande d'extradition. Fait que même si le ministère, le ministre de la Justice avait le pouvoir de signer un document pour la libérer, le Canada s'est plutôt positionné avec les États-Unis et ont laissé fonctionner le processus sans intervention politique. Mais ça voulait dire aussi de décliner les nombreuses demandes de la Chine pour son libération. Puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment entaché les relations Canada-Chine. Fait que le Canada a été pris un peu entre les États-Unis et la Chine dans ce dossier-là. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de dommages qui ont été faits. Là, elle est libérée après 3 ans. Finalement, son cas a été libéré. Mais évidemment, tu sais, il n'y a pas personne qui veut passer 3 ans de sa vie en détention, même si c'est à domicile et même si les conditions sont correctes. Imagine si la Chine prendrait parmi les plus grands patrons d'entreprise au Canada, puis dirait, OK, mais tu vas rester dans une chambre d'hôtel, là, tu sais, en Chine pendant 3 ans. Là, je pense que évidemment, là, les gens seraient pas contents. Puis elle n'a pas été trouvée coupable non plus, tu sais. Fait que ça, Ah. ça en dit long. Fait que ça, c'était un enjeu important qu'on avait discuté. C'est ça. On a aussi discuté du fait qu'il y avait 4 citoyens canadiens qui ont été mis à mort par le gouvernement chinois pour des accusations là, de trafic de drogue. Bien sûr, comme Canadiens, la très grande majorité des Canadiens sont contre la peine de mort, surtout pour des infractions reliées aux drogues. Euh, mais la manière que la Chine, là, les responsables l'ont expliqué, c'est que ces gens-là, ils avaient trafiqué quand même une trentaine de kilos là, de fentanyl en Chine, puis eux autres, la limite pour la peine de mort, c'est comme 50 grammes. Fait qu'ils avaient dépassé, là, tu sais, comme par des multiplications quand même assez grandes, euh, la limite, là, tu sais, pour la peine de mort. Puis, tu sais, la Chine a dit qu'eux autres, ils ont quand même des règlements anti-drogue très, très sévères. Même que la Chine a déjà combattu une guerre là, parce que justement d'autres pays voulaient forcer la Chine de permettre l'importation de opium. Fait que l'histoire de la Chine avec la drogue, là, tu sais, elle est quand même très approfondie. Mhm. Puis ils ont vraiment aucune tolérance là, pour la consommation, la vente de drogue. Fait que c'est un point important pour eux. Puis ce qu'ils ont dit, c'est que tu sais, ils peuvent pas avoir des lois qui s'appliquent aux citoyens chinois, puis d'autres lois qui s'appliquent aux étrangers. Là. Tu sais, ils veulent pas donner une passe libre aux Canadiens pour ne pas avoir respecté ces lois-là. Ils les ont traités comme qu'ils traitent les criminels en Chine accusés de tout ça. Tu sais, puis le résultat est un peu malheureux, mais en même temps, ça reste une question de souveraineté, là, puis chaque pays a le droit de déterminer ses propres lois. Puis je pense que, tu sais, le Canada, nous autres, on voudrait que la politique de drogue canadienne soit déterminée par les Canadiens sans l'ingérence de d'autres pays. C'est une histoire malheureuse, puis j'espère un jour que la Chine va abolir la peine de mort comme qu'on a fait au Canada. Mais il reste qu'il y a quand même 35 pays au monde qui ont la peine de mort. Ça a pas dû être une partie facile parce que veut pas, c'est même si ils ont été reconnus coupables, vous en tant que Canadiens avec la mentalité, nos lois d'ici, nous sommes contre la peine de mort, savoir que
Ça devait être très délicat comme partie durant la visite. Oui, c'est ça. Mais c'est triste, hein? Ouais. C'est triste pour tout le monde, là, tu sais, de voir que c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, j'espère qu'un jour, là, tu sais, que le monde entier va abolir la peine de mort. Le gouvernement canadien avait demandé que ces gens-là soient renvoyés au Canada à la place. Le gouvernement a refusé. Puis, ils ont une ligne dure là-dessus. C'est sûr que il faut quand même respecter les lois du pays qu'on visite, ce qui n'était pas le cas pour eux. Ça reste très, très, très dommage. Une chose aussi sur la politique de drogue, c'est que tu sais, en Chine, tu vois pas du monde s'injecter avec des drogues là, dans la rue comme qu'on voit au Canada, là. Surtout en Colombie-Britannique, là, tu sais, pour y avoir été quelques fois. Il y a certaines rues qu'on marche dans Vancouver, qu'on voit le monde carrément s'injecter dans les bras avec des substances et être complètement gelé dans la rue. Mais on voit pas ça du tout en Chine. C'est une politique qui est complètement différente. Les gens, ils vont être forcés à recevoir un traitement, ils vont être détenus même. Fait que c'est une ligne très, très dure, là. Au Canada, on a vraiment plus allé pour réduire les dommages là, de drogue là, en ouvrant une certaine tolérance, puis en reculant sur la criminalisation là, des drogues. Mais c'est comme l'approche inverse de la Chine. Différence à noter, là, puis c'est intéressant de voir des points de vue différents sur ça. Mais c'est sûr que moi, je privilégie toujours une approche non criminelle aux drogues, mais c'est pas la façon que ça fonctionne en Chine. Ensuite, ben, on est allé, tu vois dans la photo ici, ça c'est la salle de conférence de presse du ministère des Affaires étrangères. OK. Fait qu'on a pu aller, puis on a même rencontré le porte-parole du gouvernement chinois sur la politique étrangère. Fait que c'est quelqu'un qui prend parole 5 jours par semaine au nom du gouvernement, puis qui parle sur des affaires mondiales au nom de 1,4 milliard de personnes. Fait que c'est une voix quand même très importante dans le monde. Puis on a pu lui rencontrer. Euh, j'ai pas la photo exactement ici, mais elle va venir tantôt. Fait que c'est un grand honneur pour moi là, tu sais, de pouvoir rencontrer ce monde-là, puis comprendre un peu leur point de vue, même si on n'est pas d'accord sur tous les enjeux, mais d'avoir un échange, là, je pense que c'est quand même positif. Ça, c'est un monsieur que j'avais parlé tout à l'heure, là, qui était responsable de l'Amérique du Nord. Puis il avait même porté une cravate là, avec la fleur de lis dessus parce qu'il savait que je venais. Fait que c'était sympathique de sa part. Mm. Ça, c'était avec l'Institut des affaires internationales. Ça, c'était un aéroport. On a repris l'avion après 24 heures à Beijing ou même un peu moins. Puis, on est allé... ça, c'est le porte-parole là, des affaires étrangères. Puis, on OK. voit là, la salle de conférence à l'arrière-plan. Puis ça, c'est les gens qui faisaient partie de notre délégation. Donc, il y avait des gens qui étaient journalistes, il y avait un leader religieux, il y avait une artiste qui fait de la peinture, surtout des toiles peinturées à main là, de paysages. Mm. Vraiment un travail très, très beau. Il y avait Aiden Jonah qui me passe en entrevue parfois sur son site web The Canada Files. Mm. Fait que du monde très intéressant. Puis aussi un YouTuber vedette qui était avec nous. Quand même une délégation assez diversifiée. Oui, oui, des profils différents, là. Oui, exact. Puis j'étais le seul politicien. Sur d'autres voyages, ça peut être tous des députés, là, mettons. Ça arrive quand même assez souvent. Fait que la prochaine ville qu'on a visitée, c'était le Hangzhou. Fait que c'est vraiment un centre technologique de la Chine, c'est le high-tech. Puis le gouvernement met en place des politiques pour attirer des compagnies de haute technologie là, pour les concentrer dans la ville de Hangzhou. Fait qu'il y a vraiment des entreprises très, très intéressantes qui fonctionnent dans cette ville. Mais ils ont aussi un côté artistique. Une des premières arrêts qu'on a faites, c'était dans une école d'art. Fait que ça, c'est une salle de cours. Mhm. Fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent là, qui étudient là-bas. Tu vois quelques-uns des dessins ici. Puis ça, c'est le campus, vraiment super beau. On les voit travailler un peu ici. Mm. Ça, c'est sûr, à côté du campus, il y avait cette musée. Puis, il y avait un expo sur
tout l'art qui était derrière un jeu vidéo très, très populaire en Chine puis à travers le monde qui s'appelle Black Myth. Fait que c'est un jeu vidéo d'action, tu sais, avec des fusées, tout ça, mais qui a beaucoup d'éléments de culture chinoise et d'ancienne culture chinoise qui sont intégrés. OK. Puis vraiment avec des images artistiques là, comme très, très développées par des gens justement qui ont étudié en art à ces universités-là. Fait que j'ai pris quelques photos à l'intérieur du musée. Ça, c'est les différents caractères là, du jeu vidéo. Ils vont les monter physiquement en premier, puis ensuite, ils vont les rendre digitales par la suite. Ça fait partie du travail de développement de jeux vidéo. Ici, on a quelques images qu'on voit comme dans le jeu, d'autres qui sont en réel. Puis ça m'a fait penser au moment que j'avais travaillé sur des plateaux de tournage dans l'industrie du cinéma à Montréal quand j'étais au Cégep. Puis on avait fait des choses semblables. Notamment, j'avais passé un été à travailler sur le film Mummy 3. Puis Hmm. on avait fait beaucoup de montages similaires, des caractères comme ça qui passaient dans le film. Euh, Ça, c'est l'extérieur du musée. Quand on parle de la Chine, là, tu sais, beaucoup de gens qui pensent que ben, les gens là-bas, là, tu sais, ça travaille sans arrêt, tu sais, puis que, il n'y a aucun temps libre, des choses comme ça, tu sais, que ça travaille 18 heures par jour et tout ça. C'est pas nécessairement le cas. Tu sais. Il peut y avoir des gens qui travaillent très fort, mais il y a aussi tu sais, des gens qui ont le temps d'aller au musée, il y a des gens qui ont le temps d'étudier en art. C'est comme tout pays, là. Ici aussi, il y en a qui travaillent tellement dur qu'ils n'ont jamais mis pied dans un musée, là, ou dans un truc d'art. Fait que parfois, on pense que ailleurs, c'est toujours pire, alors que je pense que c'est les mêmes réalités un peu partout. Là, ça des classes sociales. Ouais. Puis ironiquement, le Québec avait coupé il y a quelques années dans les tournées là, pour les jeunes à l'école primaire et secondaire, là, tu sais, avait coupé dans le budget d'aller. Mais toi, tu as des enfants, est-ce qu'ils font beaucoup de tournées au musée à l'école ces Non, temps-ci? non. Non, Il n'y a eu aucune tournée dans un musée, là. Peut-être, ouais. comme ils sont encore au primaire, je ne sais pas si ça va changer au secondaire, mais il n'y a pas eu de tournée, là. Ah ouais. Justement, j'ai des photos là, de jeunes à l'école primaire en train de tourner, faire une tournée de musée là, qui Ouais. s'en vient dans pas long. Peut-être qu'ils sont en avance sur nous là-dessus. Là. On voit ici un drone qui est en train de laver des fenêtres. Fait que c'est une compagnie d'autres technologies qu'on avait visitée. Et tu vois les gens en train d'opérer le drone sur le côté. Des choses quand même assez intéressantes. Ça, c'est à l'intérieur. Des drones là, tu sais, à haute capacité là, qui sont utiles pour plein de choses. Là, que ça peut être combattre des incendies ou amener toutes sortes d'objets là, tu sais, dans des endroits éloignés. Malheureusement, ça peut être utilisé pour l'armée aussi pour dropper des bombes. Là. Je préfère l'utilité de laver les fenêtres, là, Ouais, que d'aller dropper des bombes définitivement. ouais, c'est ça, c'est le double tranchant un peu là. Ça c'est un autre musée qu'on avait visité avec de l'art. Ça c'est des jeunes de l'école primaire là, qu'on avait vu, puis ils étaient très intéressés de parler avec nous et pratiquer leur anglais. Ça voulait prendre des portraits et tout ça. Ça c'était le fun. Puis il y en avait qui parlaient anglais quand même très bien. Ça c'est une photo là, des musées encore. Puis on avait fait un petit atelier là, où on prenait de la peinture, puis en gros on le frottait là, pour que ça fasse une poussière, puis ça tombait sur une toile euh, avec un stencil par-dessus. Là. Fait qu'on a fait ça, c'était mon dessin là, que j'avais fait. Ouais, fait que assez simple là, mais puis ça c'est la délégation là avec les dessins qu'on avait fait cette journée-là. Puis j'ai traîné mon dessin jusqu'au Canada après ça. On va le mettre au bureau du parti. C'est ça. Ça, c'est une photo prise dans un ascenseur là, de la plupart des gens de notre délégation. À chaque ville qu'on allait, on avait les guides locaux qui travaillaient pour le ministère des Affaires étrangères. Puis on avait aussi la personne qui a organisé la tournée, qui venait de l'ambassade d'Ottawa, qui nous avait accompagnés, et OK. un autre guide qui nous avait accompagnés pendant les trois villes.
Mais on a vraiment eu du fun, là. Tu sais, c'était quand même très plaisant là, tu sais, d'interagir avec ce monde-là. Puis, tu sais, au-delà des rencontres officielles, mais tu sais, les conversations informelles aussi, comprendre un peu la réalité de la Chine. Puis, j'ai pu expliquer aussi la réalité du Canada à beaucoup de ces gens-là qu'on a rencontrés. Puis, tu sais, il y avait certains points sur lesquels les gens chinois avec qui j'ai discuté étaient quand même choqués, là, tu sais, d'apprendre que on a, par exemple, à Montréal, des gens qui habitent dans les tentes, là, à l'extérieur, puis que le monde a de la misère, là, à se trouver des endroits où se loger. T'as pas vraiment de personnes sans abri en Chine. D'un, c'est pas permis de dormir dans la rue. Et de deux, tu sais, le gouvernement a quand même réussi à établir une qualité de vie minimale pour tout le monde. Ça veut pas dire que tout le monde est riche ou Mm. que tu sais, tout le monde mange là, tu sais, de la bouffe à grande qualité, là, mais c'est tout le monde a un endroit où dormir et les besoins de base là, qui sont fournis Mm. pour un pays d'1,4 milliard de personnes qui a tu sais, passé beaucoup de temps en pauvreté, ils ont quand même fait du progrès social dans ce sens-là. Oui. Ça, c'est quelques photos de nourriture là, qu'on avait mangé. Ils nous ont fait goûter à plein de choses différentes. Puis j'ai vraiment fait mon possible pour goûter au plus grand nombre de choix possibles. Même des fois quand c'est pas tant tentant. Et j'ai fait mon maximum là, pour essayer des choses. Je pense que j'ai essayé à peu près 95% des choses qui ont été mises devant nous. Là. Tu sais, je prenais un petit goût de chaque affaire. Puis il y a eu des choses qui étaient très, très bonnes. On a vraiment été gâtés là, tu sais, sur le plan culinaire. Mm, mm. C'est une belle expérience comme ça. La bouffe chinoise aussi, en Chine, elle est un peu différente de ce qu'on retrouve au resto chinoise au Canada, Mhm. mettons. Tu sais, des rouleaux impériales, là, tu sais, Mhm. on n'en avait pas là-bas. Ils font pas le poulet General Tao. Puis même le bol de riz, il paraît que, tu sais, le bol de riz, apparemment, c'est plus dans la région du sud là, de Hong Kong. Mhm. Nous autres, pendant la première semaine, on n'avait jamais eu un bol de riz avec le repas. OK. Euh, Fait que intéressant, Intéressant. c'est ça. Le pays est tellement grand que, tu sais, la culture, elle change, tu sais, d'une place à l'autre. Ouais. Fait que l'alimentation et même la langue, là, elle est différente dans le sud. Ils ont le cantonais, tu sais, autour de la région de Hong Kong, dans le sud du pays. Puis, dans le nord, c'est plus le mandarin. Ou dans le pays en général, c'est plus le mandarin, mais t'as quand même le cantonais aussi qui est parlé. Puis cette photo-ci, c'est moi dans un véhicule électrique. Fait qu'on avait été visiter une compagnie, la compagnie Geely. Puis ils font des véhicules électriques de petite taille qui sont très, très abordables, là, tu sais. Fait que OK. contrairement au Canada, tu peux acheter un véhicule électrique en Chine moins cher qu'un véhicule à l'essence. Puis, ils ont réussi à atteindre quand même un taux d'électrification qui est beaucoup plus élevé au Québec. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont pas fait en subventionnant les voitures électriques comme qu'on fait ici. Tu sais, il y avait un moment où, quand tu achetais un véhicule électrique au Québec, que tu avais un rabais là, de 7 000 piastres du gouvernement provincial, puis un autre 7 ou 8 000 piastres du gouvernement fédéral. Fait, tu sais, le contribuable, il payait 15 000 piastres, tu sais, sur l'achat d'un véhicule électrique là, pour un citoyen. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis un système. Mettons, pour la ville de Beijing, si tu veux avoir une voiture à l'essence, il faut que tu gagnes une loterie pour avoir le droit d'avoir une voiture à l'essence. Puis même si tu gagnes la loterie, tu seras pas permis de l'amener au centre-ville tous les jours de la semaine. Intéressant. Puis, si tu gagnes la loterie, tu peux pas vendre ton droit à quelqu'un d'autre non plus. C'est uniquement pour toi, tu sais. Fait que c'est intéressant parce que au Canada, on a l'impression que si quelqu'un est riche, là, ils peuvent tout faire, là. Alors que en Beijing, même si tu es riche, parce qu'il y a quand même, tu sais, des différences de moyens là, entre les citoyens, évidemment, il y a des gens riches et des gens pauvres. Même les gens riches, là, ils peuvent pas juste se payer un permis pour utiliser une voiture à gaz, là. Ils sont quand même dans le même bateau que tous les autres. Fait que si tu as un véhicule électrique, mais là, tu n'as pas besoin de gagner la loterie, puis tu peux t'en servir tous les jours de la semaine. C'est un C'est ça bon l'avantage incitatif. qu'ils Oui. donnent. C'est Oui. ça. Fait que même si les gens, tu sais, ils trouveraient que voiture à essence peut-être plus pratique, plus simple, pas besoin de recharger, des choses comme ça, mais ils donnent un avantage. Le véhicule électrique devient
plus avantageux parce que tu as le droit de l'utiliser. C'est intéressant. L'autre affaire, c'est que le prix des véhicules électriques, elle est beaucoup moins cher. Il y a des petits véhicules électriques qui se vendent à 20 000 piastres. Et dernièrement, là, ben, avec l'administration Biden, les États-Unis ont imposé un tarif de 100% sur à la fois les véhicules électriques chinois puis les panneaux solaires. Euh, tu sais, pour pas que ces véhicules-là, qui sont tellement faibles en prix, viennent concurrencer le marché américain automobile. Mhm. Puis le Canada a suivi. Fait qu'on a mis un tarif de 100% sur les véhicules électriques, même si on n'en importait pas à ce moment-là. Ils ont quand même mis les tarifs. Puis c'est dommage parce que en gros, le Canada est prêt à ralentir la transition énergétique tant sur les voitures que sur les panneaux solaires pour des raisons politiques Mhm. avec ces sanctions-là. Puis c'est dommage aussi parce que tu sais, même si au Canada, on a beaucoup de marques étrangères là, de véhicules comme Toyota, Honda et tout ça, ces véhicules-là sont quand même fabriqués au Canada. Fait qu'ils ont permis des partenariats que tu peux vendre un véhicule fait par une marque étrangère, mais elle va être assemblée au Canada au moins, fait qu'il va avoir certains retombées économiques. Mhm. La même chose pourrait être faite avec les véhicules électriques chinois. Mais quand on met des tarifs comme ça, puis on ferme la porte là, des occasions, la conséquence, c'est que la transition énergétique elle va prendre plus longtemps parce qu'ils sont très avancés là-dedans en Chine. C'est eux autres qui ont les batteries qui ont la plus haute technologie, là, qui ont plusieurs années d'avancée sur, par exemple, ce qu'on pourrait produire à Northvolt au Québec. Fait que je pense que le Canada est en train de manquer certaines opportunités très importantes dans ce domaine-là. Puis, c'est aussi important de noter que vu qu'on a appliqué les tarifs sur les voitures et les panneaux solaires, la Chine, ils ont appliqué des contre-tarifs sur le canola canadien. Mhm. Puis l'affaire, c'est que le canola, la Chine en achetait beaucoup. Tu sais, contrairement aux véhicules électriques, on achetait zéro. Tu sais, ces tarifs-là ont quand même fait du mal. Puis ils sont encore en place. Puis il y a beaucoup de personnes du coup qui ont des voitures électriques. Oui, c'est ça. Je pense que c'est moins que la moitié, là. Tu sais, je Mhm. regardais les voitures passer, puis comme ici, ils ont une plaque verte là, quand que c'est électrique, ou Mhm. sinon c'est une plaque bleue. Mhm. Fait que t'en avais quand même beaucoup, là. Tu sais, OK. peut-être pas la moitié, là, mais quand même beaucoup, beaucoup. Un point négatif, là, mettons, c'est que la culture de l'auto, elle est quand même en expansion. C'est des gens, tu sais, il y a quand même une classe moyenne émergente en Chine, des gens qui ont quand même des moyens, qui veulent se promener en voiture, qui veulent pas prendre le transport en commun. Et tu sais, fait que le nombre de personnes qui utilisent des voitures privées est quand même en train de monter. Est-ce que tu avais pris les transports en commun? Oui, oui. Ben surtout quand que la tournée était terminée, j'ai pris le train à grande vitesse pour Mhm. aller voir des montagnes, un train qui roulait à peu près 200 km à l'heure. Abordable pour un trajet de 3 heures. Ça m'a coûté à peu près 40 pièces canadiens. Fait que ça, c'était quand même bon. Mhm. Euh, j'ai pris aussi le métro dans la ville de Shanghai. Mhm. Un métro très, très développé. Shanghai, c'est la troisième plus grande ville au monde avec 25 millions d'habitants. Tu avais 18 lignes de métro dans la ville. Euh, Là où je restais, c'était au centre-ville. La station de métro avait 20 sorties différentes. OK. Fait que quand même comme assez grand, là. Tu sais, 3 lignes de métro qui passaient là, puis 20 sorties, là. Tu sais, fait que c'était vraiment incroyable. C'était comme un marché dans un aéroport là-dedans. Mais Mhm. tout était bien indiqué. Puis t'avais quand même des panneaux en anglais. Puis une chose qui est utile aussi, c'est que les chiffres, là, tu sais, c'est les mêmes chiffres qu'ici. OK, ça Euh, c'est beau. tu sais, les lettres sont différentes, mais les chiffres sont pareils. Fait que ça aide beaucoup à simplifier le processus. Puis, je vais te montrer à la fin, j'avais aussi pris un train de très, très grande vitesse, là, au-dessus de 300 km à l'heure, qui utilise, il appelle ça un maglev train. Fait que ça utilise les aimants pour carrément comme voler au-dessus de la rail, là. Oh, C'est le train commercial le plus rapide au monde qui est actuellement en service. OK.
Fait qu'on va y arriver. Ça, c'est des véhicules électriques. Un autre point sur des véhicules électriques, c'est qu'au Canada, ou du moins au Québec, là, tu sais, on peut pas acheter un petit véhicule électrique. Toutes les petites modèles, comme le Nissan Leaf, la Chevrolet Volt, la Smart électrique, ils les font plus. Tous ces modèles-là sont annulés. Fait que le plus petit que tu peux avoir, c'est comme un gros char ou ensuite un VUS. Puis c'est important aussi de noter que là-bas, ils n'ont pas vraiment tant la culture de VUS. Si quelqu'un a une van, mais ça va être pour transporter des choses, ça va être comme une vanne de livraison, mettons. Les voitures sont petites, puis le plus grand, ce qu'on voit, c'est comme ce qu'on appellerait ici un crossover. Un genre de VUS, mais petit, qui est quand même bas. On voit Ok. pas comme, tu sais, les gros VUS comme qu'on a Mhm. au Canada. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un camion de transport que j'ai pu m'asseoir dedans. Là, j'ai pas conduit, mais je me suis assis dedans. Puis c'est électrique. Ils disent que ça peut faire 600 km sur une charge. Puis ça a un moteur à essence aussi. Fait que, mettons, si la livraison est à 700 km, ben, ils peuvent faire le premier 600 tout électrique, puis partir le moteur d'essence pour terminer. Euh, Intéressant comme technologie. Si elle répond réellement aux normes là, qui sont affichées, là, ça serait quand même assez incroyable. Mhm. Puis quand même assez utile pour les livraisons en ville aussi, parce que quand on a des livraisons, mettons, au centre-ville de Montréal, les grands camions, mais ça émet beaucoup de pollution et tout Ouais. ça, fait que ça permettrait de réduire. C'est ça aussi le grand avantage des véhicules électriques en Chine, c'est que dans les centres-villes, ben, les émissions sont moindres. Fait que les villes Ouais. sont moins polluées. Puis quand tu as des villes là, avec 25 millions de personnes, toute geste comme ça est importante. Tu sais, j'ai été au Mexique plus tôt dans l'année, puis on voyait beaucoup de pollution, surtout rattachée aux petits motos. Mhm. Tu sais, les petits motos, ça n'a pas des systèmes tu sais, électroniques là, pour réduire les émissions comme qu'on voit dans les voitures. C'est vraiment Mhm. une technologie Mhm. qui est un peu plus datée. Fait que ça, il y avait beaucoup de pollution par rapport à ça au Mexique. Mais en Chine, tous ces petits motos-là sont électriques. Ouais. Fait que ça l'aide beaucoup. Tu sais, d'ailleurs, ça, c'est au concessionnaire de Geely là, avec les véhicules électriques. Mais c'est ça, même au Québec, là, dernièrement, on avait interdit beaucoup de petits cyclomoteurs électriques. Tu sais, on n'a pas le droit d'utiliser des trottinettes électriques, là, tu sais, plein Mhm. d'affaires de même. Tu sais, je peux comprendre que sur une piste cyclable, là, tu sais, veux pas nécessairement avoir comme euh, quelque chose qui ressemble à une grosse moto, là, tu sais, que si ça te rentre dedans, là, c'est Mhm. lourd et tout. Mais eux autres, je vais te montrer plus tard, mais ils ont fait des voies, c'est comme des pistes cyclables partagées avec des véhicules électriques de petite taille. Ok. Puis, c'est pas comme à Montréal où tu vas avoir, tu sais, le trafic dans les deux sens à proximité. Ils vont avoir une voie, ce que nous autres, on aurait comme voie de piste cyclable en deux directions. Ils vont avoir Mhm. ça sur chaque bord du chemin. Puis, ça va être partagé entre des vélos et des petits véhicules électriques. Ok. Fait que ça permet vraiment d'avoir une meilleure mobilité. Si tu penses à ça, comme à Montréal, c'est quand on se fait livrer de la bouffe, mettons que ça vient là, dans un Honda Civic, pas besoin. Ça Ouais. pourrait se faire là, en petit mini véhicule électrique. Ce serait beaucoup mieux pour l'environnement. Puis, tu sais, j'espère que le Québec, là, que François Legault, il va lâcher ses attaques là, contre les petits véhicules électriques, puis réaliser qu'ils font partie de la solution. Ouais. Ouais. Il faut les encourager. Oui, parce que là, à ce moment, on est vraiment dépendant des voitures individuelles, grosses VUS et tout. Ouais, exact. Livrer des pizzas en VUS, tu sais, ça a pas de sens. Ça devrait quasiment être illégal, là, tu sais. Ça, c'est un parc qu'on avait visité et on avait été sur un petit bateau comme ça, très intéressant, là. Ça, c'est une photo avec un de nos guides du ministère des Affaires étrangères là, au Hangzhou, le bureau Mhm. local. Ça, c'est à l'hôtel, un des hôtels qu'on avait resté. C'était comme un robot qui venait te porter des objets à ta chambre. Mettons, il te manquait un shampoing, là, mais plutôt que d'envoyer une personne, il envoyait le robot, il prenait l'ascenseur puis il t'apportait ton stock. Fait que, quand même intéressant. Ça, on avait été, là, on est rendu dans la ville de Qingdao. Mhm. Puis, c'est une ville industrielle qui a beaucoup de côté environnemental. Fait qu'ici, c'est une démonstration là, d'une
un immeuble passif qu'ils ont fait. Fait que c'est un immeuble qui vraiment sort toute l'énergie possible du soleil et retient le plus possible la chaleur ou la climatisation à l'intérieur là, pour vraiment utiliser le moins d'énergie possible. Puis on voit sur la table, là, c'est un échantillon là, des vitres qui sont utilisées. Fait que tu Mhm. vois qu'il y a carrément 3 morceaux de verre là, pour faire la vitre. Euh, question d'être le plus éco-énergétique possible. Fait que c'est une technologie qui démontrait là-bas. Ça, c'est un port complètement automatisé. Fait que tu vois les véhicules qui transportent les containers, il n'y a pas de conducteur là-dessus. Fait que ils se promènent par eux-mêmes. Puis Mhm. les grues aussi qui déplacent ces containers-là sont aussi automatisées. Fait que OK. tout ça fonctionne par lui-même. J'imagine il y a un centre de contrôle, mais ils sont capables de faire fonctionner le port là, sans presque aucune intervention humaine. C'est sûr que les camions, là, ils doivent quand même être conduits par des gens, mais tout ce qui est d'enlever le container du bateau, de le placer dans la cour, puis ensuite là, de sortir le bon container, le mettre sur le bon camion, tout ça est automatique. Mhm. Fait que c'est intéressant qu'ils ont pu développer ça. Par contre, au niveau des véhicules de promenade qui se conduiraient eux-mêmes, ne sont pas aussi avancés que les États-Unis. OK. J'avais été une fois à San Francisco l'automne passé, puis il y avait des véhicules qui se promenaient tout seuls dans la ville, des taxis développés par Google. Mhm. Tu pouvais les commander sur ton téléphone, ils venaient te chercher. Ils sont pas encore rendus là en Chine, mais je pense que ça s'en vient quand même bientôt. Euh, fait que c'est intéressant à noter. Oui, oui. Et ça réduit le risque d'accident là pour les humains là, quand c'est automatisé. Ouais, ben ça aussi ça dépend parce que tu sais par exemple les Tesla au Québec, il y en a qui ont l'autopilote et tout ça, Mhm. mais le problème c'est que ce système-là est basé uniquement sur des caméras, Mhm. alors que ceux qui sont en service à San Francisco, il y a carrément des radars dessus. Sur les Mhm. 4 coins du véhicule. Fait que c'est des véhicules qui coûtent tu sais, plus qu'1 million là, chaque. Mais ça, c'est sécuritaire. Mais l'affaire là, tu sais, de Tesla avec des caméras, que, tu sais, système pas cher là, qui fonctionne, ben, elle fonctionne pas tout seul. Ça prend quand même une surveillance. Puis il y a quand même eu beaucoup d'accidents avec des Tesla en mode autopilote. D'ailleurs, j'avais même fait une demande d'accès à information au gouvernement du Québec là, pour avoir le nombre d'accidents où Mhm. le système d'autopilote était en fonction. Puis ils m'ont dit qu'ils collectaient pas cette donnée-là. Fait que c'est peut-être quelque chose que je vais mettre un peu plus d'énergie parce que moi, quand je vois une Tesla se conduire elle-même sans radar, là, ça me fait quand même peur. Je suis sûr qu'il y a eu des accidents au Québec par rapport à ça. Ça, c'est une photo qu'on avait prise dans le port. Et on est sur une plateforme, là. La plateforme avec les tuiles est une démonstration là, d'énergie alternative. Là. Quand on pile dessus, ça utilise la force là, pour générer de l'électricité. Évidemment, c'est à petite échelle, là, mais ce serait intéressant de voir comment que ça pourrait fonctionner. Mettons, dans un métro, tu as beaucoup de gens qui marchent. Est-ce qu'on peut retirer une quantité d'électricité intéressante de ça? Je sais pas, là, mais c'est une démonstration qu'il y avait. Puis c'était quand même plaisant à piler dessus, là. Faudrait voir plus à grande échelle, là, Mhm. si c'est viable. Ça, c'est une photo que j'avais prise la nuit. Beaucoup des endroits sont très bien éclairés, là. Ben, j'imagine qu'ils sont quand même très efficaces à produire des lumières, là, des LED et tout ça. Mais il y a quand même une consommation d'électricité là, qui est importante, là. Quand on rentre dans un centre d'achat, des lumières tout partout. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un petit robot là, honnêtement, qui servait pas à grand-chose, là, mais que j'ai pris une photo avec. On avait visité une compagnie où ils faisaient des électroménagers avancés. Mhm. Une chose qui m'a marqué de ça, c'est que il y avait un réfrigérateur, puis le tiroir là, des fruits et légumes, il y avait un vacuum là-dedans. Tu sais, donc, quand tu fermes le tiroir, ça enlève tout l'oxygène du tiroir, ce qui permet de vraiment réduire la décomposition là, des aliments. Fait que, mettons, une pomme, tu sais, tu peux le garder dans le réfrigérateur, mettons, pendant un mois, mais si tu enlèves l'oxygène, tu peux tripler ou quadrupler l'espérance de vie des aliments. Je me dis, tu sais, pourquoi qu'on n'a pas ça plus souvent, là, tu sais, avec tout le gaspillage alimentaire Aliment. qu'on a.
Définitivement, là, surtout avec les fruits et légumes, là, ça c'est une bonne alternative au gaspillage. Ouais, exact. Une technologie quand même assez simple. Je pense qu'on devrait faire ça plus à domicile. Tu sais, quand on regarde au Québec, là, on a quand même des fruits et légumes qui sont prêts à différents moments de l'année. Et par exemple, si le gouvernement serait à mesure de, tu sais, de, mettons, acheter comme les pommes en surplus l'automne, Mhm. les garder dans un environnement sans oxygène, puis les donner gratuitement à la population pendant l'hiver, là, je pense que ça serait écologique, là. Ça permettrait aussi une certaine sécurité alimentaire Ouais, et réduirait notre dépendance sur le système capitaliste qui roule à perte là, avec les aliments. Je veux dire, des épiceries au Québec là, qui barrent les poubelles là, parce qu'ils veulent pas que les gens aillent à l'arrière du magasin se nourrir. Ils veulent qu'ils passent par la porte en avant puis qu'ils payent, là, qu'ils passent c'est par la ça. caisse. Fait qu'ils aiment souvent mieux détruire des aliments que les mettre à disposition du public. C'est dommage. Alors, On avait fait un peu de tourisme ici dans la ville de Chindo. C'est une ancienne colonie allemande. Ça, c'est sur l'eau, une plage, des gens en train de passer du temps. C'était aussi la relâche scolaire, là, si on veut, de la Chine. Ils appellent ça le Golden Week. Fait qu'il y mhm. avait beaucoup de touristes chinois tout partout. Même que il y a beaucoup de sites web qui disent que c'est mieux de pas visiter la Chine pendant ce moment-là parce que tout est plein. Ben moi, c'est pas moi qui ai choisi les dates du voyage, là, mais c'était quand même une belle expérience de pouvoir faire tu sais, le tourisme, là, tu sais, mais d'entourer de gens chinois qui faisaient le tourisme dans leur propre pays. Mhm. Puis même, tu sais, notre guide de l'ambassade d'Ottawa, ben évidemment, il vient de la Chine, mais il avait jamais visité cette ville-là. Fait que, intéressant. D'ailleurs, ça c'est en arrière, là, ça c'est Yang, c'est notre guide de l'ambassade d'Ottawa. Puis Mhm. ici c'est Naomi, qui est une artiste très bien connue pour ses toiles de paysages. Euh, Ça c'est Yang, puis aussi notre guide qui avait été avec nous pendant les 6 jours. Ça, c'est un petit photo que j'avais pris d'un restaurant rendu à Shanghai. Ça, c'est une des plus grandes immeubles du monde qu'on voit. J'avais resté dans un hôtel juste à côté qui est parmi les hôtels les plus élevés du monde. Ça, c'était quand j'ai commencé la tournée en solo à Shanghai. La ville de Shanghai, elle faisait pas partie du tournée officiel, mais je me suis dirigé là tout de suite après. Fait que là, on voit encore tu sais, les grands immeubles. Après 2 jours à Shanghai, j'avais été aux montagnes jaunes. Fait que ça, c'est quelques photos que j'ai prises. Euh, J'avais pris le train à grande vitesse pour me rendre là-bas. Puis j'ai été chanceux parce que je me suis rendu dans la ville. Puis là, la veille, j'ai commencé à regarder pour les billets pour aller sur la montagne, mais c'était Mhm. tout complet. Euh, mais j'ai lu que tu avais une chance de pouvoir monter si tu te pointais là à 5 heures du matin, être au début de la file, que j'ai parti d'hôtel à 4h30 du matin en taxi pour aller me rendre sur la montagne. J'étais assez chanceux pour avoir un billet. Ok. Mais c'était incroyable, là. Il y avait tellement de monde que les passages dans la montagne, c'était comme être dans le métro de Montréal à l'heure de pointe, là. Puis, tu sais, chose un peu drôle, là, que, tu sais, il y avait tellement de personnes chinoises que j'étais parmi les seules personnes blanches là, sur la montagne, parmi les seuls étrangers. Il y avait des gens qui voulaient prendre des photos avec moi pour cette raison-là. Tu sais, que ces deux jeunes-là, tu sais, ils m'ont spoté à quelque part, ils voulaient me prendre en photo. Fait que j'ai dit, OK, on va prendre un sur mon téléphone aussi. Mais on fait le signe de peace, là. Fait que c'est bien, là. J'aime quand même ça, là, tu sais, comparé à l'accueil que tu pourrais avoir où les gens t'aiment pas, ou te disent que t'es pas à ta place. Tu sais, au contraire, les gens, ils voulaient prendre des photos, là, tu sais. Fait que ça m'a fait sourire. Ça, c'était sur le top d'une des montagnes. Les gens, ils prenaient des photos en tourisme, là. Ça démontre, là, tu sais, que le monde a quand même le temps de faire du tourisme, là. Mhm. Puis, ils ont quand même des congés statutaires comparables au Canada. Pour le nombre de journées de voyage par année, il est quand même semblable à ceux du Canada. Quand j'ai terminé le voyage sur la montagne, j'étais un peu perdu, là. Puis c'est pas toujours évident de tu sais, avoir des directions par où aller là, quand on parle pas la langue là, du Mhm. tout.
Puis, dans les grandes villes comme Shanghai et Beijing, le monde, ça parle quand même l'anglais un peu, mais quand tu te rends en dehors de ça, là, c'est pas vraiment le cas. Puis moi, je parlais juste 2 mots là, de mandarin, bonjour et merci. Fait que c'était pas très évident. J'ai fait mon mieux là, tu sais, de traduire avec des applications. En gros, en descendant de la montagne, là, j'ai demandé un autobus dans une certaine direction, m'ont envoyé carrément dans l'autre direction. Mhm. C'était un autobus local. Fait que là, à un moment donné, je voyais que ça allait carrément dans le mauvais sens. Fait que j'ai débarqué. Puis, c'était dans une ville de 10 000 personnes. C'est quand même très petit pour la Chine. Mais j'ai profité pour souper puis pour marcher dans la ville avant de prendre un taxi et retourner dans mon hôtel qui Mhm. était quand même assez loin. Ça, c'est le carré principal là, de cette ville-là. C'était, je crois, un dimanche soir, tu sais, fait que les gens se promenaient tranquillement. Il y avait quelqu'un qui faisait de la musique dans le fond. Il y avait des enfants qui jouaient. Euh, puis, il y a aussi, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a des toilettes publiques partout, là, tu sais. Contrairement à, tu sais, Québec, Montréal, où tu dois toujours, tu sais, trouver une entreprise, là, tu sais, qui a une toilette ou aller dans un café ou quelque chose. Là-bas, les toilettes sont publiques. Fait que ça aide un peu, ça facilite un peu surtout pour les touristes. Mhm. Ça, c'était le train de retour. J'ai retourné à Shanghai après avoir vu les montagnes. Fait que, tu sais, ici, on est en train de rouler à peu près 200 km à l'heure à travers le paysage. Euh, Vraiment incroyable, là. C'est bien aussi de pouvoir avoir accès à ça parce qu'au Canada, on n'a pas ça. Tu sais, le train via rail, là, il roule pas aussi vite. Non. Il est très, très cher. Puis pas tant efficace, là. Tu sais, souvent, les trains via, ils doivent attendre là, tu sais, les trains de marchandises parce on n'a pas des voies dévouées là, aux trains de passagers au Canada. Là-bas, ils ont des rails qui sont pour les trains de personnes seulement. Les marchandises, c'est ailleurs. Fait que ça permet d'offrir un meilleur service. Fait que rendu à Shanghai, on avait regardé un petit fontaine musicale là, qu'il y avait dans le carré du peuple. Fait que j'ai pris ces photos-là, puis j'ai trouvé ça beau de voir le petit jeune danser là, dans Mhm. la lumière. Ça, c'est un vue de la ville la nuit, là, vraiment des lumières exceptionnelles. Puis on voit ici l'immeuble, tu sais, parmi les plus hauts au monde. C'est d'autres photos la nuit. Ça, c'est l'auberge que j'avais resté à mon deuxième visite à Shanghai. Les premières 2 jours que j'ai passé à Shanghai, j'ai pris un hôtel. J'étais au 78e étage avec une belle vue de la ville et tout ça. Puis ça m'a coûté un peu plus que 250 pièces la nuit pour ces 2 nuits-là. Mhm. Mais je voulais, tu sais, avoir l'expérience, tu sais, de voir la ville de ce point de vue-là. Fait que là, pour économiser, quand je suis retourné à Shanghai, j'avais 4 jours à faire, puis j'ai pris une auberge à 60 pièces la nuit. Et ça, c'est ma chambre, là. C'était comme un bunk bed, là, avec un rideau. Fait que j'avais mon petit cube, là, tu sais, à l'intérieur. C'est quand même bien, là. Tu sais, des fois, quand on fait des compromis, là, sur la taille de la chambre, on peut se rapprocher un peu plus du centre-ville. Oui, Tu oui. sais, même si c'était petit, elle était très, très bien située, là. J'ai grandement apprécié. Puis c'est quand même très confortable. OK, ça, point très important, là, c'est les vélos de partage OK. qui ont à Shanghai, puis dans beaucoup de villes. Fait que ces vélos-là sont très, très légers, sont très simples, ils n'ont pas de vitesse, il n'y a pas vraiment de montagne là, dans la ville non plus, mais ils n'ont pas de vitesse. Puis même les pneus, là, c'est même pas des pneus gonflables à l'air, là, c'est juste du caoutchouc. OK. L'entretien, elle est vraiment minime. Si tu compares ça, par exemple, au Bixi de Montréal, quelque chose qui m'a vraiment ressorti, c'est que t'as pas besoin d'avoir de poste là, de garage de vélo. Regarde combien de vélos qui réussissent à mettre là, tu sais, dans un petit espace, comparé au Bixi à Montréal ou dans d'autres villes où chaque vélo a son espace de stationnement, puis que tu as gros de la place entre les vélos et tout ça. Souvent, quand tu t'en vas pour déposer un vélo, il n'y a pas assez de place Mhm. à la gare pour les déposer. Tu sais, puis ça prend gros de l'espace. En plus, il faut mettre ces gares-là le printemps, les retirer l'automne. Eux autres, ils perdent pas de temps avec ça. Tu prends ton application WeChat, tu scannes le code QR là, sur le vélo, ça se débarre, là, la roue arrière, elle se débarre avec ça, puis tu promènes, ça coûte des cents, là. OK. Comme C'est bon. vraiment des cents, là. Comme le Bixi, des fois, là, surtout les Bixi électriques, évidemment, ceux-là sont pas électriques,
Mais tu sais, si tu prends ça pendant une demi-heure, là, tu sais, ça te sort quand même une facture assez importante, là, des fois. Fait que, à mon avis, là, tu sais, Montréal doit repenser sa stratégie de vélo de partage, là, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir des gares, il n'y a aucune raison d'avoir des Bixi qui sont très grands et lourds avec des pneus gonflables et tout ça. Tu sais, mettez des vélos de base à la disposition des gens, chargez soit rien ou quelques cents la Ouais. course, là, puis les gens vont l'utiliser, là. Si tu mets que le Bixi soit à un prix comparable du métro, mais les gens ils vont juste prendre le métro, là, tu sais. Hum, hum, hum. Fait qu'il rend ça disponible aux gens. Tu regardes la quantité de vélos qu'ils ont, là. Ici, je le montre un peu, là, mais tu vois le pneu, là, tu sais, il est pas gonflable, il est solide. Mhm, Fait que, intéressant. Ça, c'est un petit véhicule électrique. J'ai fait une petite série de photos des petits véhicules électriques. mhm. Puis tu vois derrière, là, ici, il y a un cyclomoteur électrique, puis c'est une grande voie, là, qui est réservée à ça. OK? Puis ça va juste dans une direction. De l'autre bord de la rue, tu as une autre voie comme ça pour des véhicules électriques, des vélos. Hum. Puis aucune raison qu'on peut pas avoir ce genre de véhicule électrique-là à Montréal, surtout l'été. Oui, surtout l'été, on peut questionner l'hiver là, mais même l'hiver, si si les chaussées sont bien déglacées, bien déneigées, on peut mettre des petits pneus d'hiver là, pourquoi pas, Ouais, mais je trouve que exact, là, tu sais. c'est pratique, Ouais, puis ça, tu rends trois personnes là-dedans. c'est pratique. Ça, c'est un autre, là. Tu sais, celui-là, il est à l'abri, là, pour la pluie. Hum, Fait qu'ils ont comme une espèce de tente, puis il y a même, tu sais, un essuie-glace là-dessus. Il y hum, en a qui sont plus complexes et plus montés que d'autres. Ça, c'est bien quelqu'un sur un vélo de libre-service, puis un autobus. Tous les autobus sont électriques, là, vraiment hum, tout. Un autre petit véhicule. Ça, c'est, j'ai fait un pèlerinage là, pour aller au la place de fondation là, du Parti communiste chinois. C'était vraiment l'endroit où ils ont fait leur première rencontre. Je pense que c'était dans les années 1920, avant de prendre le pouvoir dans les années 50. Puis il y avait tout un musée aussi qui parlait de, tu sais, de l'histoire de la Chine, puis et comment ils ont été envahis là, tu sais, de toutes bords, puis qu'ils ont réussi là, tu sais, à vraiment prendre le contrôle du territoire, puis à amener un certain partage de richesses là, qui n'existait pas avant que le Parti communiste hum. soit au pouvoir. Bien que les choses sont pas parfaites, là, tu sais, ils ont quand même réussi à partager un peu plus là, qu'ailleurs. Ça, c'est un autre petit véhicule électrique. Puis celle-là, c'est une balayeuse de rue. Ah, Fait que tu as une machine d'aspiration qui est là-dessus avec des brosses. Puis il nettoie le trottoir avec ça. C'est vraiment assez petit. Je sais qu'on a des véhicules similaires là, à Montréal, mais tu sais, celle-là, elle semblait quand même assez efficace, puis probablement pas trop cher non plus, là. ah, ah. Si Valérie Plante est en train de nous écouter, là, elle pourrait peut-être en commander. Comme ça pourrait être utile. Surtout avec Montréal, avec tout le sable puis le sel là, qu'on met dans les rues. C'est d'avoir des petits véhicules de nettoyage comme ça, c'est intéressant. Ça, c'est tout simplement le trafic là, qui passe, là. Mais tu sais, quand on regarde, il n'y a pas de VUS là-dedans. Ouais. Tu sais, tu peux avoir des petits mini VUS, mais t'as pas comme des grosses affaires, là, tu sais, pour la plupart du temps. Il peut y avoir des exceptions, mais tu sais, tu verrais pas comme le gros VUS à 8 cylindres, le Suburban ou tu sais, des grandes affaires de même. La grande majorité, c'est des petites voitures, là. Comme si tu prendrais un vidéo comme ça de Montréal, ça serait comme 80% gros VUS, puis 20% voitures. Même les voitures seraient plus grandes que ceux-là. Ça, tu sais, c'est en avance par rapport à nous. C'est un autre petit véhicule électrique. Les gens, ils ont monté de plein de façons différentes, puis ils ont le droit de circuler avec ça, tu sais. Fait que c'est intéressant, là, c'est chacun à son goût, là, tu sais. Hum. Ça, petit scooter électrique, comme qu'on voirait à Montréal, sauf que, tu sais, à Montréal, si ça respecterait pas certaines normes, ça serait pas permis et tout ça, Hum, tu sais. hum. Le gars, il vient de rendre ça encore plus compliqué, là. D'autres véhicules électriques, un autre. OK, ça, c'est des blocs appartements, là, tu sais, qui, mettons, qui laissent à désirer, là. Je pense que j'ai pas rentré à l'intérieur, mais ça semblait quand même assez pauvre, là. Ici, en haut à droite, là, ça, c'est des racks en métal. C'est pour faire sécher le linge. Ah,
Il n'y a pas vraiment de sécheuse électrique ou à gaz. Tout le monde sèche son linge comme à l'air ouvert. Mhm, Les sécheurs, ça prend beaucoup d'énergie. Fait que mhm. peut-être cette énergie-là, ils l'utilisent pour les lumières là, à la place. Mais c'est ça. On voit que c'est pas tout le monde qui habite dans le luxe. Par contre, à côté de ce bloc-là, il y avait d'autres blocs semblables qui étaient en rénovation. Mhm. Fait que, tu sais, sans connaître la situation particulière, je me dis, tu sais, les blocs qui sont pas très beaux sont probablement les prochains, là, tu sais, pour être remis à neuf dans le projet. Parce qu'on dirait qu'ils venaient de la même série d'immeubles. Est-ce que c'était proche du centre-ville, là? Ça, c'est un peu plus éloigné à Shanghai. Ah, C'était peut-être 7 ou 8 stations de métro à partir du centre-ville. ok. Un autre petit véhicule électrique pour plusieurs personnes. Puis là, on arrive à la fin. Là, ça, c'était le train à très, très grande vitesse là, avec les aimants là, qui flottent carrément au-dessus des rails. Mhm. Euh, Fait que ça, c'était vraiment un point intéressant du voyage. J'étais en train de me rendre à l'aéroport là, pour le retour. Puis c'est un circuit d'à peu près 30 kilomètres. Ça prend à peine quelques minutes là, pour l'utiliser. Le train, il peut atteindre jusqu'à 460 kilomètres à l'heure, mais ils le font fonctionner à 300. Apparemment que c'est plus efficace au niveau de la consommation énergétique. Puis il y a moins de usure là, des composantes quand on roule un peu moins rapide. Puis, c'est ça, c'est quand même différent qu'un train normal, là. Tu sais, quand on passe dans les courbes, là, tu sais, ils vont quand même en penchant un peu. Mais ça serait intéressant là, tu sais, d'avoir un train comme ça au Canada, là, notamment pour faire le corridor Windsor, Ville de Québec. Ah, Tu sais, on pourrait se rendre à Toronto là, à 1 heure et demie. On pourrait carrément écraser que- l'industrie de l'avion là, sur ce trajet-là. Parce que à l'heure actuelle, Montréal-Toronto, c'est via rail, ça peut rouler jusqu'à 120 km à l'heure, mais tu as beaucoup de délais, tu sais, les rails sont pas dévoués au via, tu as quand même la concurrence avec les trains de marchandises. D'ailleurs, c'est ça la raison que même les trains de banlieue à Montréal, ils fonctionnent tellement mal, parce que, tu sais, ils font l'heure de pointe en début de journée, l'heure de pointe en fin de ah, journée. ah, Entre-temps, c'est les trains de marchandises qui passent. Fait que c'est pour ça qu'on mhm, peut pas avoir des trains à tout moment de journée et de la nuit. On n'a pas des rails pour ça. mhm. Fait qu'eux autres, ils ont fait des rails dévoués aux passagers, puis ça permet d'offrir un service rapide et efficace qui est disponible parfois 24 heures sur 24. Nous autres, on doit s'inspirer de ça. C'est pas normal que le Canada ait fait ces deux voies ferrées, la CN et la CP, euh, d'ailleurs, surtout par la main-d'œuvre migrante chinoise là, à partir des années 1800. Mais là, ça prend une voie ferrée passagère là, pour traverser le Canada. Tu sais. Puis les trains de marchandises sont de plus en plus longs, même que, tu sais, ils arrivent même pas à se mettre sur le côté des rails là, pour faire passer les trains de passagers parce qu'ils sont trop grands, ils ne fitent pas sur les accotements. Oui. Fait que c'est un grand problème, là. Tu sais, le Canada est en retard sur ça, puis ça avantage l'industrie automobile et l'industrie des avions, mais il faut rester au sol, là, puis se déplacer à grande vitesse là, par train, à mon avis. Puis, fait que ça, c'est ma dernière photo en Chine. Ben, Mais j'ai arrêté à Vancouver, là, sur le chemin du retour. Puis, tu sais, voici les Bixi de Vancouver. Là. Tu sais, tu vois comment que c'est grand, puis tellement peu de vélos qui sont dans cette photo-là, comparé à ce qu'on voyait en Chine, là, tu sais, un collé sur l'autre. Puis, tu sais, les gens, ils peuvent dire, OK, mais c'est plus ordonné là, d'avoir des gares comme ça pour les vélos. OK, d'accord. Mais en même temps, tu sais, le monde s'adapte quand même, là. Si Montréal mettrait, par exemple, peinturait là, des coins de rue où c'est réservé pour les vélos et que les gens y à côté des vélos un sur l'autre, là, je veux dire, tu as juste à envoyer quelqu'un faire le ménage de temps en temps de ces endroits-là. Puis mhm. tu peux donner des contraventions aussi parce que les vélos en libre service, ils ont quand même le GPS. Quelqu'un laisse ça n'importe où. Tu sais, tu peux mettre un petit amende sur son compte ou quelque chose. C'est pas une grosse affaire de 100 pièces. Tu sais, un petit frais de 10 pièces, t'as pas mis ton vélo au bon endroit ou quelque chose comme ça. Tu sais, il y a quand même des façons là, de faire là, pour permettre de la mobilité durable. Mhm. Puis on doit mettre ces solutions-là en place. Là, tu sais. On avait fait l'expérience à Montréal justement avec les vélos Uber il y a quelques étés. Puis les gens ils trouvaient que ça stationnait n'importe où. Puis c'est Ah, peut-être vrai, mais il n'y avait pas de stationnement dévoué. Là. Il n'y avait oui. pas de zone peinturée où tu gares ton vélo là-bas. Mhm. Fait que, tu sais, Montréal, à mon avis, devrait commander des milliers de vélos publics simples, OK? Abolir les gares, mettre ça dans les espaces, ça, si on veut.
puis partir là-dessus, là, tu sais, je Ah, veux dire, on est vraiment en retard, puis, tu sais, on n'a pas besoin des gares, là, en gros, là, c'est ce que je retiens, là, de l'affaire, puis il faut baisser les tarifs, là, pour que ça soit, tu sais, 25, 50 cents, là, utiliser un vélo. Comme anciennement, quand on utilisait un téléphone public, c'était 25 cents, là, tu sais, mais comme vélo public à 25 cents, sur ton application, compte et tout ça, débité automatiquement, là, les gens, ils vont l'utiliser pour de vrai. oui. Grandir les pistes cyclables permettent le partage entre vélo et véhicules électriques. Les gens anti-vélo, là, la critique qui revient, c'est ben, on met des pistes de vélo, puis il n'y a pas de vélo dessus. Justement, fais des pistes de vélo grandes, c'est large, puis là, permet et encourage des petits véhicules électriques de toutes sortes de formes différentes à utiliser ça. Là, l'espace, ça va être utilisé. Les gens, les livreurs, et tout ça, vont délaisser des voitures pour aller en petite voiture électrique ou petit véhicule électrique. C'est ça que ça prend, là, tu Ah. sais. C'est le moyen de vraiment, tu sais, faire le changement, là, c'est élargir et permettre aux gens d'utiliser des véhicules qui souhaitent, là. Mais merci Alex de nous avoir fait vivre ton voyage. J'ai une dernière question parce que quand on parle de la Chine, on parle beaucoup de pollution, on parle beaucoup de l'environnement, de l'impact parce que c'est quand même 1,4 milliard de personnes. Donc, si tu vois, côté environnement, on a vu que quand même il y a beaucoup d'avancées en voitures électriques, pistes cyclables, moins de VUS, beaucoup d'électrification. Mais au niveau pollution, c'est quoi ton analyse sur l'environnement en Chine? Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait, là. Tu sais, les Mhm. points, par exemple, on a l'image de Beijing, là, tu sais, qui est remplie de pollution, puis qu'on voit pas rien. Les journées que j'étais là, c'était pas comme ça, tu sais. Mais évidemment, j'ai pas été là tous les jours de l'année. Il peut y avoir des journées de smog, tu sais. Mais quand j'étais là, il y en avait pas. Tu sais, les véhicules électriques ont fait quand même un bon travail pour ça. Euh, puis, tu sais, d'autres choses, c'est comme, mettons, tout ce qui est emballage, c'est encore plus exagéré en Chine qu'en Amérique du Nord. Puis, tu sais, déjà en Amérique du Nord, on utilise plein d'emballages, là, mais je peux te donner un exemple. Là, tu sais, quand j'étais à la gare de train à grande vitesse, je suis allé acheter un café. OK? Fait que là, le café, évidemment, une tasse jetable, tu sais, avec la manchette jetable, avec la couverture aussi. Mais là, après ça, ils mettent ça dans un sac de plastique, tu sais. Carrément, le café dans un sac. Ça, c'est moins que parfait. Puis, tu sais, fait que ces enjeux-là, qui sont pas uniques à la Chine, mais qu'il y a certainement, tu sais, un peu de travail sur ça à faire là-bas, comme partout dans le monde. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a des améliorations à faire, là, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, là, tu sais, la culture de voiture, elle est quand même en montée. Puis, tu sais, c'est un pays qui est en train de se développer, là, tu sais, qui était autrement pauvre. Ils deviennent un peu plus riches, ils veulent consommer un peu plus comme les gens dans d'autres pays le font. Il y a certainement, tu sais, certaines mesures à mettre en place. C'est aussi que, tu sais, quand le gouvernement chinois dit, mais on va, tu sais, mettre une telle politique publique en place, il la met en place puis il recule pas. Tu sais. C'est pas Mhm. comme le Canada où on dit, ah, on va mettre une taxe carbone, mais là, finalement, il va y avoir une élection, puis on va changer de direction, on va l'annuler. Tu sais, même la bourse carbone au Québec, il y a des gens qui appellent pour que ça soit annulé. Tu sais, parmi les seuls progrès qu'on a fait sur l'environnement, tu sais, la Chine, quand ils décident quelque chose, ben, c'est pas un pays démocratique, hein. Fait qu'il décide quelque chose, c'est le plan, ça reste le plan, Mhm. jusqu'à preuve du contraire qu'il y a quelque chose d'autre qui est mieux. Puis t'as pas comme un autre gouvernement qui va rentrer dans 4 ans pour tout renverser le progrès qui a été fait. Mhm. Fait que, Mhm. tu sais, chaque système a ses pour et ses contre. C'est pas nécessairement qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, là. On le voit là, dans le développement des deux pays, là, des choses au Canada qui sont plus avancées, des choses en Chine qui sont plus avancées, des systèmes différents, des manières de penser différentes. Et moi, tu sais, sur ce voyage-là, ce que je voulais vraiment voir, c'est quoi les bons points, là, tu sais, de la Chine. Sur quoi la Chine a réussi à avancer plus rapidement que le Canada, quelle sorte Mhm. de technologie qui existe là-bas qu'on pourrait apporter ici, parce que j'ai l'impression qu'avec la politique du Canada envers la Chine, on tente de juste de bloquer la Chine, dire on veut pas regarder, on veut pas savoir, on veut faire moins de commerce, tu sais, on fait pas confiance. Tu sais, ce qui risque d'arriver, c'est qu'avec ce genre de politique-là, que le Canada se prive des plus hautes technologies Mhm. et que la Chine devient beaucoup plus avancée que nous. Et tu sais, ça va avoir des impacts, tu sais, pour les prochaines décennies.
Ouais. Je pense que le Canada a tout à gagner à travailler avec la Chine, tant sur le plan technologique que de recherche. Ces recherches universitaires ont été enfreintes quand même entre le Canada et la Chine. Il y a eu notamment quelqu'un du laboratoire de microbiologie de Winnipeg qui avait été accusé d'espionner parce qu'elle partageait ses recherches avec des universitaires chinoises. Ce genre de choses comme ça nuit à la collaboration académique entre les pays. Puis on devrait plutôt être en train de mettre en place justement des partenariats, Mhm. puis entre les institutions universitaires, puis tu sais, tenter d'en faire partie justement de cette vague de nouvelles technologies, plutôt que de mettre des blocus, puis de dire non, on veut rien savoir, on veut pas travailler avec vous, on a peur de vous, non, là, tu sais, ça fonctionnera pas. On a tout à gagner à travailler ensemble, non seulement pour le développement technologiques et des technologies environnementales et tout ça, mais aussi pour éviter des guerres, tu sais, puis Mhm. de éviter un affrontement. Parce que, tu sais, comme mon collègue Yves Engler, il dit, tu sais, tout ce narratif de ingérence chinoise dans les élections canadiennes et tout ça, c'est pas vrai. C'est fait pour que les Canadiens donnent éventuellement leur consentement pour un affrontement militaire avec la Chine, peut-être autour de l'enjeu du Taïwan. Fait que c'est problématique, là, tu sais. Puis il faut que les gens progressistes dénoncent cette approche hostile du gouvernement canadien, pas seulement envers la Chine, mais envers beaucoup de pays différents au monde. Puis ceux qui pensent en plus, là, tu sais, que, mettons, s'il y aurait un affrontement militaire avec la Chine, que les États-Unis et le Canada sortiraient gagnants, là, je peux te dire, là, c'est loin d'être le cas. OK? Pour plusieurs raisons. De un, la population, elle est beaucoup plus grande. OK? Les gens sont fidèles au gouvernement. Puis, sur le plan manufacturier, ils nous dominent complètement, là. Le Canada et les États-Unis seraient jamais capables de produire de l'équipement militaire à une vitesse aussi rapide que la Chine. OK? Fait que n'importe quel grand conflit qui éclaterait, là, le Canada ne sortira pas gagnant de toute façon. Fait que c'est dans notre intérêt, dans notre meilleur intérêt, de, tu sais, d'avoir des bonnes relations, de travailler en partenariat, puis de pousser l'amitié Canada-Chine. Fait que ça fait partie des choses que j'espérais contribuer pendant ce voyage-là et avoir un peu plus de compréhension entre les pays. Puis c'est sûr que du moins, moi j'ai compris certaines choses que je savais pas avant. Mhm. Et j'ai fait beaucoup d'entrevues depuis mon retour, tenter de partager cette information-là le plus possible avec les gens. Merci Alex, parce que je me dis c'est important de voyager, ça ouvre l'esprit, que ce soit sur le côté culinaire, sur le côté culturel, sur le côté des avancées technologiques et qu'on gagnerait tous à sortir de notre bulle pour voir ce qui se fait ailleurs. Mais merci de nous avoir partagé ton voyage, puis on espère que tu auras d'autres voyages à nous partager bientôt. Merci. Certainement. Merci. Au revoir.